Chers internautes, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez également sur les télévisions partenaires, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui se connectent sur la télévision C-Direct, qui peuvent nous suivre depuis ici à Brazzaville et à l'étranger. Bienvenue donc à l'émission Poker qui donne la parole à tous les jokers pour tirer des cartes de l'économie, les cartes de l'éducation, les cartes de la science, les cartes de la politique. Ce soir, nous sommes avec le professeur Didier Galibay. Il est maître de conférence à l'université Marien Ngouabi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Arsène. Nous sommes très heureux de vous retrouver et bienvenue à Poker. La joie est partagée et je découvre. Alors, on a aussi comme l'impression que ces derniers temps, vous rangez vos ongles à la maison, pas de travail, rien à faire, pas d'activité, à l'image de l'université Marien Ngouabi. Oui, l'université peut fermer, mais les enseignants-chercheurs ne sont pas en inactivité. Nous avons les missions d'enseignement, de recherche et de service à la communauté. Quand l'université ferme, c'est l'enseignement effectivement qui est en arrêt, mais la recherche se poursuit et le service à la communauté, les études, les consultations. Si le Congo n'a pas besoin de ces universités, nous sommes beaucoup sollicités à l'extérieur et on travaille de toute façon. Nous sommes des fonctionnaires de l'humanité. Donc, nés accidentellement ici. Donc, si là où nous sommes nés, on ne comprend pas à quoi nous pouvons servir, mais ailleurs, on nous suce énormément et donc, il n'y a pas de problème du tout. Alors, professeur, pour commencer, on va parler justement de cet incident, de cette grève qui pénalise aujourd'hui l'université Marien Ngouabi. Vous faites partie donc de la corporation, vous êtes enseignant au département de philosophie. Qu'est-ce qui empêche que vous repreniez les cours à l'université Marien Ngouabi? Où se trouve l'obstacle aujourd'hui? Bon, d'abord Depuis 2 mois, on ne vous voit pas à l'université. Oui. D'abord, une grève, c'est pas un incident, c'est une activité réglementaire, puisque la grève, le droit de grève est prévu par la loi, donc c'est dans notre statut, c'est une activité normale. Maintenant, pourquoi on ne travaille pas? On ne travaille pas parce qu'on est en grève. On est en grève et quand je le dis, en tant qu'agent de l'université, bien sûr, mais je ne parle pas au nom du syndicat parce que j'avais été là. Nous avons fait un mandat. J'avais pensé que c'était bien de laisser la place aux jeunes collègues. Pas forcément jeunes en âge, mais jeunes dans l'expérience par rapport à la chose. Ils sont en train de se battre et nous les soutenons. Et donc, ils ont posé des problèmes pour notre compte au gouvernement, que le gouvernement ne règle pas. Je signale que le syndicat n'est pas responsable de la gouvernance du pays. On a un contrat de travail qui dit que vous travaillez pour l'intérêt général du 1er au 30. Quand le 30 arrive, vous devez être payé. Que cela ne soit pas fait, nous nous posons le problème. Et c'est le constat que les collègues du syndicat ont fait. Maintenant, pour quelles raisons le gouvernement n'arrive pas, volontairement ou involontairement, nous ne sommes pas responsables de ça. Nous n'assumons pas. Parce que de toute façon, l'homme est fait pour vivre au quotidien. Il y a des obligations quotidiennes auxquelles chacun doit faire face, auxquelles les ministres font face, malgré le fait qu'eux ne soient pas payés, ils savent comment ils font comme contournement. Et donc, c'est à peu près cela. Donc, c'est le problème des salaires. Les salaires ne sont pas payés. Oui, quand je le dis, je suis pas en même temps heureux parce que pour les universitaires que nous sommes, ce n'est pas toujours bien de ne faire grève que pour les besoins alimentaires. Ce serait bien, bonjour, on fait grève pour demander l'amélioration de conditions de travail, l'amélioration de meilleurs profs, de meilleurs étudiants, etc. Mais bon, pour le moment, nous en sommes là. Et ça, d'ailleurs, on va revenir oui, donc, dans le courant de l'émission. C'est la déclaration du syndicat date du 1er octobre, je crois. Donc, c'est les impayés de salaire, les impayés d'heures d'encadrement, d'heures de vacations aussi pour les collègues qui vivent de ça. Les heures complémentaires, ça fait 6 années. 6 années. Alors donc vous n'êtes pas syndicaliste, vous êtes enseignant. Je suis syndiqué. Syndiqué, justement, les autres sont au front. Vous attendez que les nouvelles vous parviennent. Absolument. Et depuis, vous réclamez 4 mois de salaire. Vous pensez que le gouvernement va vous payer les 4 mois du coup ou bien vous... Nous ne pensons pas à la place du gouvernement. D'accord. Nous qui sommes à la maison, nous attendons les résultats. Vous réclamez 4 mois de salaire. Oui, 4 mois de salaire. Une fois qu'on vous a payé 1 mois, dernièrement, oui, vous n'avez pas voulu reprendre le travail parce que c'était 1 mois. On n'a pas repris
parce que, par expérience, on sait que le gouvernement congolais ne tient pas parole. Donc, le Premier ministre a beau parler, qui est un collègue, hein, que l'amphi l'attend. Après le gouvernement, il reviendra à l'amphi. Donc, il va retrouver les mêmes conditions qu'il avait laissées. Donc, comme on sait que le gouvernement ne tient pas parole, on l'a vu une fois, on l'a vu deux fois, on l'a vu trois fois. Donc, cette fois-ci, on a dit, bon, vous faites le maximum. Le reste, c'est le résultat des négociations. Si on demande 4, je sais pas, mais ça, c'est pas vraiment à moi de dire, c'est la coordination. Tout à fait. Alors, professeur, je vais aussi un peu, si vous pouvez éclairer l'opinion congolaise et peut-être même à l'étranger, les gens qui vous suivent, 4 mois de salaire, mais on vous doit un peu plus. Et ceux qui aussi réclament les heures, ça fait 6 ans. Est-ce que vous avez encore l'esprit à l'œuvre aujourd'hui à l'université? Oui, c'est très délicat quand même. Bon, il y a deux types d'enseignants-chercheurs, surtout chez nous ici. Il y a à peu près 98% de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur positionnement à l'université comme un emploi pour lequel ils doivent être juste payés. Et ils vont même au CAMES conquérir de nouveaux grades pour améliorer juste leur pension de retraite. Et quand ils partent à la retraite, ils n'ont aucun bilan scientifique qu'ils font pour dire « Moi, je suis entré à l'université en telle année, voici dans quel état. J'ai trouvé ma discipline, j'ai exercé pendant tant d'années. Au moment où je quitte, voici ce que je considère comme étant ma contribution au progrès de la science dans mon discipline. » Ce bilan scientifique, on ne le fait pas. Maintenant, les 2% qui restent, ce sont des enseignants-chercheurs réellement, c'est-à-dire ceux qui travaillent au progrès de la science. Et comme j'ai dit au début, du fait de cette grève, quand le gouvernement ne comprend pas à quoi nous servons, la preuve même, c'est que quand les ministres ont des consultations à demander, ils font venir ce qu'ils appellent des consultants internationaux. Mais quand vous les regardez ici, pour la plupart, ils ont le niveau master. Ce sont nos étudiants. Alors, professeur, évidemment, vous êtes des enseignants, vous êtes maître de conférence, vous connaissez les étudiants en master ou en doctorat, vous les croisez, vous discutez avec eux. Est-ce que parfois, il vous arrive de penser à eux dans... Non, tout le temps. Moi, que vous n'allez pas enseigner, que vous restez chez vous et que vous savez que les étudiants également sont assis à la maison. En fait, moi, je suis à un niveau neutre, quoi. C'est-à-dire, je suis ni malheureux, ni heureux. Je suis au milieu. Moi, j'ai créé plein de plateformes WhatsApp, là. Donc, je suis en contact avec les étudiants d'ici et d'ailleurs, tout le temps, qui m'écrivent même la nuit, on discute sur plein de choses. Donc, je ne réponds pas des aspects administratifs parce que je n'en ai pas la responsabilité. Mais les aspects éthiques, pédagogiques, moi, je continue à travailler. Le seul chômage m'est imposé par l'électricité, qui est encore un problème au Congo. Et sinon, tout le temps qu'on peut avoir l'énergie, moi, je travaille normalement. Ça vous gêne quand même cette situation de voir les étudiants que vous devez encadrer, enseigner en première année un peu juste ça gêne de façon limitée aussi. Je l'ai dit plus d'une fois, c'est le gouvernement qui répond de ça. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Et nous sommes dans cette situation-là. Maintenant, en même temps, la grève est un élément, participe à la formation des étudiants. C'est important pour eux de voir leurs encadreurs être en grève parce que demain, ils seront des responsables dans les différents secteurs d'activité où ils seront, au Congo ou à l'extérieur. Comme ça, ils auront vu que si on ne gère pas bien la structure dont on est responsable, les employés ont le droit à la grève. Donc, moralement, ça les met plutôt à l'aise. Donc, au-delà du mauvais côté de la chose, il y a ce côté-là qui est plutôt le bon. Et je préfère regarder ça. Le reste, c'est le gouvernement qui répond. Et dans tout cela, notre université prend un coup par rapport à d'autres universités des pays frontaliers ou les pays de la sous-région. Oui, on recule. Évidemment, on n'a pas le même calendrier académique. Chaque pays a ses problèmes. Le plus gênant, c'est par exemple pour les soutenances de thèse. Comme le principe est que les jurys de thèse doivent être internationaux. Et donc, parfois, vous faites recours aux collègues au moment où ils sont en congé. Pendant que nous sommes forcés à être à la maison, eux, ils sont en activité. C'est difficile d'harmoniser les calendriers pour faire que les jurys se tiennent. Et bon, mais ça, on gère. Hein, c'est pas la première fois. Et vous-même, quand vous allez à l'étranger, souvent, quand on sait que votre université n'a pas la même vitesse que les autres, n'arrive pas à décoller aussi, comment vous vous regardez vous-même?
Vous voyez Ouais, ces collègues, vrai que... vous revenez de Brazzaville, ou avec un collègue de Dakar et tout, comment vous regardez? Non, sur le plan théorique, hein, épistémique, il n'y a aucun problème. Parce que nous avons, dans nos règles de fonctionnement, par semaine, un enseignant de notre rang doit lire un article par semaine. Et par mois, il doit lire au moins un livre. Donc, ça fait qu'on maintient le même élan de travail parce que on peut être, nous avons les missions, l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. On peut être impliqué dans une équipe de travail à l'intérieur, au niveau international. Vous n'allez pas dire, laissez-moi le temps de me remettre à niveau. Bon, donc ça, c'est l'institution qui est bloquée administrativement, mais nous, individuellement, nous prenons des précautions pour qu'on n'en souffre pas trop au-delà de ce qui est humainement visible. Professeur, nous allons parler de l'université Marien-Ngouabi en elle-même, cette vieille université congolaise créée au début des années 70. Aujourd'hui, vous êtes donc employé de cette université, agent de cette université. Les problèmes reviennent chaque année. La question que les étudiants se posent, c'est que finalement, à quel moment vous allez réellement avoir un vrai cahier des charges pour l'université Marien-Ngouabi? Parce que très souvent, vous posez les problèmes d'argent, le problème de la faim, mais les problèmes de l'université Marien-Ngouabi, à quel moment vous mettrez le cahier de charges sur la table? Bon, pour prendre le volet grève, on pourra poser sérieusement les problèmes de l'université Marien-Ngouabi le jour où le gouvernement aura compris que l'enseignement supérieur et la recherche est le premier secteur stratégique pour le développement du pays. Quand le gouvernement aura compris ça, on fera même du ministre de l'enseignement supérieur un ministre d'État. Parce que vous pensez que jusqu'alors... Oui, moi, je parle de moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé sur la question. Il y a des publications que chacun peut regarder. Je pense que le gouvernement considère l'enseignement en général, l'éducation, comme un pis-aller. Quand vous regardez la structure du budget, le gouvernement ne paye que le côté fonctionnement. Ça confirme ce que je dis, on nous considère comme des fonctionnaires. Dès qu'on a payé des fonctionnaires, le côté recherche, c'est le côté où on fabrique le devenir du pays. Ça ne passe pas. Donc, le jour où le gouvernement comprendra que l'enseignement supérieur est le domaine stratégique, qui va même lui permettre de ne plus recourir au transfert de technologie qui est illusoire, pour arrêter le développement durable du sous-développement, et il s'agirait pour le gouvernement de faire de l'enseignement supérieur, puisque l'enseignement supérieur, en produisant les résultats, aura impact sur les autres secteurs de l'enseignement. Il s'agirait pour le gouvernement, en élevant l'enseignement supérieur à un domaine stratégique, accompagné par le budget qui convient. Mes propositions, c'est que, en ce moment, l'université a des problèmes de trois types. Des problèmes d'ordre épistémique, d'ordre théorique, qui sont liés au modèle d'enseignement et de recherche. Il n'y a pas de modèle. Si je peux forcer le mot, le modèle qu'on a, c'est qu'il y a des recherches qui sont faites en Occident et en Asie. Nous en avons les résultats à travers les publications dans les différentes disciplines, notamment en philosophie. Et ce sont ces résultats dont nous faisons la propagande ici, à travers leurs ancêtres. Oui, professeur, vous, en tant que justement professeur, vous êtes un enseignant d'un grade supérieur. Comment vous influencez ça au sein de votre département de philosophie? Pour que ça bouge, pour que ça change? Alors, pour que ça change, je disais que le premier niveau d'ordre, c'est celui-là. C'est là qu'on est bloqué, parce que dans toutes les disciplines, on est là-dedans. Vous avez même les mots scientifiques auxquels nous faisons recours, on appelle, selon l'étymologie grecque, selon l'étymologie latine. Cheikh Anta Diop a fait une civilisation ou barbarie. C'est à la page 478, le dernier chapitre de l'ouvrage, le chapitre 18. Ça s'intitule « Les mots grecs d'origine africaine ». Omotunde, dans un de ses ouvrages, a dit que ces mots-là représentent 25% du vocabulaire de la langue grecque du temps de Thalès. Donc, 95% à peu près des contenus des enseignements que nous faisons sont erronés. Je suis Ngalebaye, je l'affirme et j'ai des publications sur la question. J'ai fait une conférence ici. Malheureusement, quand ici au Congo, quand on fait les conférences, les collègues ne viennent pas pour qu'on discute en face. Ils parlent dans le dos, là où vous n'êtes pas. C'est la culture congolaise. Donc, on a ce problème. On a le problème du statut. Comme ça, je reviendrai à votre question. Le statut de l'université. Non, c'est pas le côté juridique, mais le statut moral. Voilà, ce que la société pense de vous.
les chercheurs, le gouvernement conditionne les chercheurs, puisque le pays a la longue histoire du monopartisme, où le parti dirigeait l'État, où les citoyens étaient des militants, n'étaient pas des citoyens comme tels, au sens où ils peuvent avoir la contre-réaction par rapport à ce qui se fait. Alors, donc, on nous considère, on nous met dans la situation où on est des agents, on doit être payé, ce qui est normal, mais en contrepartie, on veut l'obéissance. Bon, les philosophes ont la chance, parce que nous sommes payés pour penser. Donc, quand je ne pense pas, je ne mérite même pas le salaire. Je pense donc je suis. Oui, oui. Lorsque le gouvernement se souvient qu'il doit nous payer. Donc, le statut devrait faire que les agents de l'université, les enseignants devraient sortir de ce statut de fonctionnaire pour emballer celui de chercheur, faire leur travail, produire des résultats qui seront utiles à la fois pour le pays, mais aussi pour le reste de l'humanité. L'esprit critique doit être promu dans le cadre du statut précisément. Dans celui que nous avons, c'est l'article 143, le statut de 2012. Il dit que nous avons la liberté de pensée et de parole à la frontière de l'objectivité. Nous avons le droit de critiquer pourvu que nous soyons objectifs et que nous ne tombions pas dans les considérations d'ordre idéologique, etc. À titre personnel, moi, j'ai refusé d'entrer dans les ethnopartis et dans les associations d'histoire pour garder ma liberté de pensée et de parole. Donc, il y a ce point de statut qu'on devrait régler pour permettre aux gens de fonctionner en toute autonomie. Quand vous invitez même les gars à l'université, c'est difficile qu'ils acceptent. Parce qu'ils ont peur. La journée, il est avec vous à l'université. Le soir, il va à la réunion de l'ethno. Non, il n'y a pas de parti. Ce sont des ethno-partis. Le soir, il est à la réunion de l'ethno-parti. Plus tard la nuit, il est à la réunion de l'association du soir. Quand il revient demain, les propos sont approximatifs. Il dit tantôt ça, il dit tantôt cela. Alors, au niveau institutionnel, le grand problème qui fait que les choses ne marchent pas à l'université, et c'est l'une des causes des grèves, c'est le mode de nomination des responsables administratifs. C'est la politisation de l'université. Ceux qui sont nommés, c'est ceux qui bénéficient de la cote ou du président de la République ou du Premier ministre ou des ministres, donc les pesanteurs. Lorsqu'on est nommé par ces canaux d'ordre ethno-tribaux, la conséquence, c'est que dans le fonctionnement, vous êtes moralement redevable envers celui qui vous a nommé et non envers les pairs, les collègues. Qui attendent de vous. Voilà. Ça fait que, à cause de ce mode de nomination des responsables, les collègues qui sont promus du président de l'université jusqu'à tous les autres ne sont pas moralement libres pour défendre l'autonomie de l'université. C'est pour ça que je propose depuis quelques années que l'on en arrive au modèle d'élection par les pairs. Moi, j'ai proposé un modèle que j'appelle l'épistémo-éthique. C'est un modèle qui consiste en ceci. Nous sommes des sociétés en contexte d'oralité, où le fond, le patrimoine culturel, cognitif, etc., est véhiculé à travers les mythes, les contes et légendes. Or, à l'université, nous avons importé un modèle de recherche et d'écriture qui veut que pour tout travail que l'on doit faire, il faut commencer par la revue de la littérature écrite. Lorsqu'un étudiant vient vous voir, on demande avez-vous un ouvrage de référence, etc. Mais l'ouvrage de référence est le résultat d'enquêtes de terrain que cet auteur-là avait fait dans le cadre de la vie de son pays. Donc, parce que nous faisons la recherche indirecte et nous ne réussissons pas à faire la recherche directe que Cheikh Anta Diop recommandait, à cause de cela, tout le travail que nous faisons, c'est du commentaire, c'est des interprétations, c'est de la propagande de la pensée occidentale. Ça coupe la mentalité des étudiants des réalités de la société. C'est pour ça que quand ils sortent d'une telle formation, ils ne peuvent aller qu'au chômage. Donc, pour renverser ça, j'ai mis en place ce modèle qui fonctionne en 3 étapes. La première étape, c'est le diagnostic historique. La deuxième étape, c'est la confrontation des résultats du diagnostic historique avec la réalité. Par exemple, nous sommes en 2024. Et la troisième étape, c'est la déduction, la projection des résultats de cette confrontation sur le plan éthique, épistémique, juridique et institutionnel. Ça fait que... Et finalement, se pose la question, oui, à quoi servent les États généraux, les États généraux, les conseils nationaux, non, les conseils nationaux qu'on tient tout le temps, à quoi ça sert non, tout ça? Ça, c'est du temps qu'on perd. L'État, si on veut faire un bon conseil national, si je suis ministre, je sais que dans un an, on aura un conseil national, je commets une étude
sur le sous-secteur. Donc, une étude est mise en place qui produit ses résultats. Maintenant, le conseil se prononce sur les résultats de cette étude parce que l'étude est autonome. Mais le conseil, c'est des conseillers qu'on a, c'est des gars qu'on prend dans les ministères, et même dans la salle, ils doivent contrôler ce qu'ils disent, sinon la prochaine fois, on ne le prend pas. Ça, c'est du temps qu'on perd au pays, c'est de l'amusement. Donc, quand on fait le diagnostic historique, pour répondre à cette question-là, pourquoi l'école congolaise a-t-elle perdu sa crédibilité? Je rappelle que dans les années 80, moi je suis ici depuis 2008, le monsieur qui est actuellement le président de la Commission africaine, vivait ici à Bayardel. Le petit campus qui est à côté. Quand vous allez à la fac de sciences éco, le petit campus il vivait là. Donc les gars, les étudiants d'Afrique venaient ici. Mais après un certain temps, ils ne viennent plus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'intérêt de l'étude. Professeur, quand même, oui. La société aussi vous fait ce procès. Pourquoi les universitaires qui sont conseillers des ministres, qui sont ministres eux-mêmes, on les reconnaît plus pratiquement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette compromission-là où l'intelligence s'efface? Edgar Morin a eu une belle phrase que dans un processus, le commencement et la fin coïncident. Dans les conditions où on a été nommé, c'est dans ces conditions qu'on travaille. La médiocrité a été érigée en système au Congo depuis des années. Donc, on ne prend pas les cadres au mérite, on les prend sous condition. J'ai eu la chance de coordonner 2 études du Conseil consultatif de la femme en 2022. 2 études sur l'émancipation de la femme et la promotion politico-administrative de la femme. Nous sommes arrivés à 4 conclusions. C'est la conclusion qui montre qu'il y a 4 critères au Congo depuis l'indépendance, puisqu'il y a le livre de Emmanuel Okamba, Gouvernance et Société, où il a repris tous les décrets de nomination au gouvernement depuis 1968 jusqu'à 2010. Je suis allé au journal officiel, j'ai pris les décrets de nomination de 2010 à 2023. Donc, sur la base de ce corpus, alors, nous avons mis en évidence que au Congo, pour être nommé politico-administrativement, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est de faire partie de la famille biologique du chef de l'État, du Premier ministre ou du ministre. Deuxième critère, c'est de faire partie de la famille politique du chef de l'État. Troisième critère, c'est de faire partie de passer par le canapé, comme on dit. Dernier critère, c'est de faire partie de l'association du soir. Regardez sur tous les cadres qui sont nommés, à peu près 98% passent sur l'un de ces critères. Et puisqu'on arrive sous ces critères-là, au niveau du service, on n'attend pas le meilleur de vous. On n'attend pas la performance. On attend la fidélité. Et parce que les cadres sont nommés dans ces conditions, depuis Madame Pauline Iyonza, qu'on a nommé au CNR le 5 août 1968, c'est mon année de naissance, puisqu'on est nommé dans ces conditions, le contrôle n'est pas possible. La redevabilité aussi, on ne s'attend pas à ce que vous expliquez. Le contrôle n'étant pas possible, c'est ça là qui bloque le pays. Et ça fait que quand un cadre est nommé ministre, dans ces conditions-là, le commencement et la fin coïncident, nous avons le blocage auquel nous assistons. C'est pour ça qu'il faut qu'on chamboule la médiocrité qui est institutionnalisée pour qu'on retrouve des conditions de promotion au mérite, mais avec transparence. J'avais publié Idée directrice en 2006 et je proposais là-bas que pour ce genre de formalité d'importance nationale, que tout se fasse devant les médias. Par exemple, il y a un appel d'offres pour tel poste. Bon, les gars ont postulé dans la salle devant les médias. Le jury siège là. On décompte 1 à 1. Mais tout ce qui se fait dans 4 petits murs d'un bureau, c'est un complot contre la République. La société s'étonne quand même de voir qu'il y a des cadres formés et tout, mais après qui n'arrivent pas à avancer. Un cadre, justement, qui a été bien formé, c'est celui qui peut démissionner. Quand vous aviez démissionné, je vous avais dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, je vous respecte. C'est ça. Sinon, on est là. On peut tout faire, on peut tout avaler. Quand un cadre ne peut plus démissionner, il est compromis. Donc, alors, on sait aussi que, professeur, depuis
quelques années. Vous écrivez beaucoup, vous contribuez beaucoup, peut-être au développement, au changement profond pour l'université Marien-Ngouabi. Récemment, en août 2024 aussi, vous avez encore publié pour voir comment refonder les programmes au sein de votre département de philosophie. Tout ce que vous écrivez là, est-ce que c'est pris en compte par le chef de département, par la présidence de l'université? Bon, chacun fait son petit métier. D'abord, à l'université Marien-Ngouabi, les mécanismes de décision sont le conseil de parcours de département, le conseil d'établissement, le conseil technique et le comité de direction qui est présidé par le conseiller en charge de l'éducation du chef de l'État. Pour l'instant, c'est le conseiller Bakabadio, lui Bakabadio. Donc, tels sont les mécanismes de décision. Bon, effectivement, je fais des propositions parce que moi, je fais de la recherche et développement. Oui. Moi, je suis un villageois égaré ici, un pêcheur en chômage ici. Je suis venu ici pour raison d'études. Nous avons étudié à l'époque où il y avait l'État. Il n'y a plus l'État. Là, il n'y a plus l'État. Non, il y a plus l'État. L'État au sens du service public qui gère les citoyens de façon objective, de façon impartiale. On était dans un village, c'est un inspecteur qui venait à bord d'une moto pour venir vous chercher. Vous êtes admis à tel concours, vous avez reçu la bourse, etc. Donc, on avait ça. Mais ceux qui sont venus là ont détruit cet État qu'on avait. Ce qui existe là, c'est un tonneau vide. Quand on dit État, c'est abus de langage. C'est un abus de langage. Bon, donc, à partir de ce moment-là où il y a plus l'État. Et vous pensez que c'est dans cette situation, cet état de choses que vous décrivez, vous, les universitaires, vous n'êtes pas comptables? Non. Vous n'êtes pas comptables? Mais si, les premiers comptables, c'est même nous. Quand je le dis là, c'est pas pour m'en dégager. Les premiers responsables de la situation que vit le pays, c'est nous. Parce que derrière chaque ministre qui prend une mauvaise décision, il y a un universitaire. Et le Premier ministre aujourd'hui mais le Premier ministre est un universitaire. Quand je lui ai fait des lettres, à un moment, bon, d'abord, il n'a jamais accusé réception. Bon, pour une autorité, c'est quand même pas bien, mais il est libre de faire comme ça. On dit non, c'est un acharnement. Non, j'avais commencé à écrire au Premier ministre Mwamba. C'est pour ça qu'il y a un Congolais anonyme qui m'avait proposé de rassembler ces lettres, d'en faire un ouvrage. J'ai fait. Alors, on voit que derrière chaque mauvaise décision prise, il y a des enseignants. Je prends deux exemples. Tout le système éducatif congolais fonctionne en violation de la Constitution. C'est l'article 1er de la Constitution qui porte sur la souveraineté. Vous voyez l'école qui est au sein du lycée de la Révolution, il y a une école, un lycée conventionné qui a été signé. Donc, on forme des enfants, on peut dire privilégiés là-bas. La même année, ils font le bac congolais, ils font le bac français. On sait que pour des ex-colonisés, ça crée le complexe. C'est pour qu'ils aillent. Donc, un pays, semble-t-il souverain, forme ces jeunes pour qu'ils fuient le pays. La France ne peut pas faire ça. Pour parler comme je parle là, il faut avoir un seul contrat avec sa propre tête. Je fais comme ça parce que le pays m'a tout donné. On m'a formé, j'ai eu la bourse, j'ai tout fait ici. Je suis allé à l'extérieur après. Donc, en contrepartie, je sens le besoin de rendre et je suis malheureux quand ça ne se passe pas bien. Maintenant, les collègues qui y sont, quand j'ai des suggestions en privé, j'envoie parce que je dis, votre victoire sera la nôtre. Vous êtes fatigué d'écrire les lettres parce qu'il y a la dernière qui était un peu catastrophique quand même. Oui, non, je suis pas fatigué, mais je ne ferai plus de lettres. C'est-à-dire, on fait pas tout le temps les mêmes choses. Il y avait ça, j'ai fait. Il y aura d'autres formes d'expression, comme le livre est publié. Parce que les faits sont têtus. Hein. Un pays qui vit des aides, c'est pas un pays souverain. Donc, ça viole. C'est le gouvernement lui-même qui viole le premier article de la Constitution en ayant la main tendue. C'est-à-dire en étant incapable de s'organiser avec les ressources du pays pour résoudre ses propres problèmes. C'est cet équilibre-là que je voudrais qu'on mette dans le statut. Donc, le bilan scientifique. Alors, ça va faire que les cadres qui ne sont plus fonctionnaires, mais sont réellement universitaires, même quand il est ministre, le jour où il trouve que, tel que c'est parti, je ne vais plus honorer la confiance que le président m'a faite, je ne vais plus honorer le peuple qui compte sur moi, je ne suis pas en capacité de réussir, je démissionne. On garde du respect pour vous. Mais quand pour l'argent continue à... Tout le monde sait que vous foutez la merde, aucun scandale ne préoccupe au Congo, bon. Mais la chance, les collègues, l'amphi les attend.
Parce que quand on a commencé, vers vous, oui, quand on a commencé, professeur, vous savez bien, le temps passe très vite à poker. Oui. Nous avons certainement épuisé nos 30 minutes, mais une dernière carte certainement à jouer. Lorsque vous regardez le pays, vous êtes universitaire, vous avez tout eu du Congo, le Congo vous a tout donné. Lorsque vous regardez le pays, vous écoutez ce que les gens disent à la cité et tout, en un mot, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça m'inspire de la pitié. Je ne comprends pas que les acteurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, bon, que l'on connaît parfois, côtoie parfois individuellement, ce sont des gens bien. Mais je ne comprends pas qu'ils puissent se faire si mal. Ils peuvent avoir leurs raisons à eux, mais je dis que quand on est au niveau de la famille, on fait comme on veut. Les affaires privées, on les gère comme on veut. Mais les affaires publiques, pour faire, il faut demander le point de vue des autres. Mais le point de vue des autres, dans un État, on demande comment? C'est à travers l'expression libre. Or, l'expression libre, les médias d'État sont pris en otage. L'affaire Otuna Rossil. Donc ça, c'est la preuve que le gouvernement viole la Constitution, l'article 23, sur la prohibition de la censure. Alors, par conséquent, c'est de la pitié, oui, mais en même temps, les Congolais ont réussi à développer l'imbécilité, c'est-à-dire une naïveté extraordinaire. Ils ne comprennent pas sur l'instant. Ils ne savent pas faire même un peu de prospective pour dire, ah, ce qu'on fait là, dans 2 ans, 3 ans, ça peut nous amener à ça. Ils attendent de subir d'abord pour en plus se plaindre. Et donc, la seule proposition que je fais au pays, je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est que le chasseur en forêt, quand il est égaré, il ne continue pas. Il recule pour trouver les repères, pour comprendre ce qui s'est passé avant de se réorienter. C'est l'évaluation. Dans tous les secteurs d'activité, le pays va gagner si le Premier ministre décide de faire évaluer l'action du gouvernement depuis 1960 jusqu'à 2023, puisqu'on n'évalue pas une année en cours. Le droit actuel est importé. Le code de procédure pénale, c'est un code français qui existe du temps où la République... On ne savait même pas que le Congo existerait. La loi qui permet d'agréer les associations au Congo, c'est la loi 1901. C'est une loi coloniale. Comment un pays qui est indépendant depuis 64 ans ne réussit même pas à se donner une loi pour agréer les associations? C'est ça que j'appelle la naïveté, l'imbécile. On a une faiblesse d'esprit telle que, en plus qu'elle est doublée du trouble du discernement, et on ne s'en sort. Merci, professeur. J'espère que toutes ces recommandations, ces propositions, ces idées seront prises en compte aujourd'hui par ceux qui sont donc ceux qui ont les rênes du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce jeu poker. Je vous rappelle que nous recevions le professeur Didier Ngalebay. Il est donc maître de conférence à l'université Maringouabi, auteur de plusieurs articles qui contribuent au développement de notre pays. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contacter par WhatsApp au 06 661 00 60.